Bonjour, docteur Isabelle Écochard. Pouvez-vous vous présenter Bonjour. en quelques mots? Bonjour, je m'appelle donc Isabelle Écochard, je suis médecin à la retraite, voilà. Je pense que aussi ce qui est important pour moi, c'est que je suis mariée avec René, et nous avons 4 enfants et 15 petits-enfants. Comment avez-vous découvert les méthodes naturelles de régulation des naissances? Eh bien, il me semble que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est par ma sœur aînée, ma sœur qui est juste au-dessus de moi, qui s'était mariée 2 ans avant et qui m'avait dit, tiens, tu peux lire ce livre. Nous avons eu aussi un deuxième contact lors d'une retraite aux Ouches. Voilà, une retraite aux Ouches où il y avait une bibliothèque et il y avait un livre aussi là-dessus. Mais surtout quand nous nous sommes fiancés, et nous avons évidemment parlé régulation des naissances, et une chose était très importante pour nous et surtout pour mon époux, mais enfin mon fiancé du moment, c'était que Dieu ne s'était certainement pas trompé en nous créant fertiles, et que si le couple était fertile, il avait certainement aussi proposé des méthodes qui étaient quelque chose pour que le couple puisse espacer les naissances. Donc ça nous a aidé à creuser dans ce sens-là. Et deuxièmement, dans nos études de médecine, nous apprenions d'abord la beauté du corps humain, l'extraordinaire mécanisme du corps humain, de toute la physiologie. Et il nous semblait, et nous apprenions aussi qu'il était toujours dommageable de modifier une fonction du corps humain qui va bien. Or, donc il nous est apparu dommageable de modifier notre fertilité, ce qui nous a incité à creuser dans ce sens-là. Voilà, et ensuite, lorsque nous nous sommes mariés, nous étions encore étudiants en médecine, et quelques années après, il a fallu parler de notre thèse de médecine, et il nous a été proposé de faire une thèse sur les méthodes naturelles, ce qui nous a permis d'approfondir le sens à la fois scientifique et le sens psychologique, puisque nous faisions une thèse à 2 voix, René ayant travaillé la partie scientifique et moi la partie psychologique. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner ces méthodes? Plusieurs choses m'ont poussé à enseigner ces méthodes. D'abord parce que elles étaient bonnes pour notre couple, on était très contents de les connaître, très contents de les appliquer, et on voyait les répercussions sur notre couple, sur notre dialogue, sur notre tendresse, etc. Ça, c'est certainement que c'est un point important. Mais il y a un autre point important, c'est que nous avions évidemment lu Humanae Vitae, vous savez, c'est l'encyclique du pape Paul VI, qu'on appelle maintenant Saint Paul VI, qui a écrit justement en proposant au couple d'utiliser cette méthode, et à la fin, il y a des paragraphes qui étaient destinés aux scientifiques et aux professionnels de santé. Donc on a répondu finalement à l'appel de Paul VI dans son encyclique. C'est pour ça qu'on les a approfondis. Voilà. Alors, vous avez travaillé plusieurs années dans un centre de planification et d'éducation familiale. Ouais. Ces centres ont généralement une vision de l'amour et de la sexualité très différente de la vôtre. Ce travail a-t-il présenté des difficultés pour vous? Je vais dire oui et non. D'abord, j'y suis rentrée à la demande du patron. C'est pas moi qui ai demandé à travailler en centre de planification, c'est lui qui est venu me chercher. Nous avions provoqué un congrès sur l'allaitement et les méthodes naturelles, et donc on avait demandé à un patron de médecine, à un gynécologue de le patronner justement. Et on a eu énormément de monde, et le colloque s'est avéré très intéressant, surtout aussi avec les questions, etc. Et le chef de service, il a été très très étonné de ça, et il s'est dit, tiens, c'est quand même une voie intéressante, d'autant qu'il était dans le jury de notre thèse, donc il savait un petit peu ce qu'on faisait. Et le soir du colloque, il est venu me voir, il m'a dit, écoutez, j'ai un poste pour vous au centre de planification. Donc j'avais la part belle, puisque c'était lui qui venait me voir, et il savait parfaitement, puisqu'il avait lu notre thèse évidemment, et deuxièmement qu'il avait assisté à ce colloque. Donc j'ai pu dire, ben voilà ce que je ferai, voilà ce que je ne ferai pas. Donc j'ai pu adapter mon éthique à mes prescriptions, puisque le chef de service était parfaitement d'accord. Donc ça, c'est
le côté un petit peu, je dirais que ça a été facile pour moi de rentrer. Par contre, ça n'a pas toujours été facile vis-à-vis du personnel et des collègues, puisque justement les centres de planification ont été créés après la loi de 1967, il me semble, sur la légalisation de la contraception. Et donc c'était des lieux pour distribuer et inciter à prendre la contraception, ce qui était l'opposé de ce que moi je proposais. Mais j'ai travaillé 35 ans dans ce centre de planification, donc voilà. D'accord. Quel est votre souvenir le plus marquant de votre travail en centre de planification? Moi je dirais que j'ai des souvenirs. Les souvenirs que j'ai, c'est des couples merveilleux qui venaient me voir. Des rencontres de couples qui, quand on vient en centre de planification pour demander des méthodes naturelles, on a déjà un fond, une réflexion commune qui est intéressante. Et j'ai rencontré vraiment des gens passionnants, des gens d'ailleurs que je connais encore. Hein. Je suis encore en lien avec certains de mes patients. J'ai par exemple, ou bien des couples que j'ai suivis. Je me souviens d'une jeune fiancée qui est arrivée en disant voilà, je suis fiancée, je voudrais apprendre ces méthodes. Je l'ai suivie jusqu'à sa ménopause. Donc voilà, aussi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai eu les 4 filles de la même fratrie. C'est-à-dire qu'il y a eu la sœur aînée, puis ensuite les 3 autres sont venues. Autre chose qui m'a frappée, j'ai eu les 7 petites filles de la même grand-mère. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais connaître la grand-mère. Parce que, voilà, c'était des choses comme ça qui m'ont un petit peu amusée. Voilà. Quel est votre rôle auprès de la Fédération africaine d'action familiale? Mon rôle est ce qu'on appelle un consultant technique. C'est un bien grand mot pour dire qu'en fait, nous sommes leurs amis. Je suis membre avec mon mari René. Nous sommes leurs amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a été des facilitateurs. D'abord, on a été le facilitateur pour la première réunion. Et puis, on est là pour discuter avec eux de leurs projets, etc. Mais ce qui m'impressionne, la Fédération africaine d'action familiale, elle a été fondée après... je vais essayer de vous expliquer. J'ai travaillé pour la Fédération internationale d'action familiale, qui était une fédération donc, internationale qui était basée aux États-Unis, et aussi pour l'université de Georgetown, qui m'a envoyée en Afrique. Et j'ai donc fait beaucoup de voyages. À l'époque, je voyageais seule, je voyageais en Côte d'Ivoire. Et je me suis vite rendu compte que ces projets qui étaient financés par les États-Unis n'étaient pas toujours nés dans le cerveau des Africains. Ce n'était pas leur propre projet. Et au bout d'un moment, j'ai renoncé parce que je trouvais que ce n'était pas éthique, quoi. C'est-à-dire qu'un projet africain, il doit être bon pour les Africains, c'est eux qui doivent être les acteurs. Voilà. Et donc, quand j'ai arrêté mon travail à la Georgetown University de Washington, nous avions des liens avec nos amis africains par un petit bulletin comme Famille chrétienne. Et un jour, ils nous ont répondu en disant essayez de faire une réunion pour nous, essayez d'organiser une réunion. Donc, on a cherché des sponsors en France et on a fait une réunion au Bénin, à Cotonou, à l'Institut Jean-Paul II du Bénin. Et voilà, donc, et à ce moment-là, on n'avait que des Africains qui ont créé leur fédération. Donc, je dirais que, oui, on est leur consultant technique, mais on est aussi leurs grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, souvent, ils m'appellent Maman Isabelle. Et on les aide un petit peu dans la rédaction de projets. Et actuellement, ça fait 24 ans maintenant que la Fédération africaine d'action familiale existe. Actuellement, nous sommes en train d'écrire ensemble une formation continue pour les agents pastoraux. D'accord. Elle est présente dans 23 pays quand même, dans 23 pays africains. Donc elle s'est vraiment considérablement étendue. Voilà. Donc
ce sont des projets au service de la famille, et vous parlez d'agents pastoraux, donc de l'évangélisation aussi. Exactement. Puisque souvent ils sont financés par l'aide à l'Église en détresse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un très bon sponsor qui a comme seule obligation pour financer que les projets soient acceptés par l'évêque du lieu. D'accord. Donc ça leur donne beaucoup de chances d'être en lien avec l'évêque. Donc effectivement, on a affaire à des agents pastoraux, c'est ça. Oui. Vous avez été présidente de l'Institut européen d'éducation familiale. Quel est le rôle de cet institut? L'Institut européen d'éducation familiale existe depuis 1994 c'est aussi une fédération. Il fédère, c'est une association, ce qu'elle appelle Ombrella, c'est-à-dire elle fédère toutes les associations qui s'intéressent aux méthodes naturelles en Europe. D'accord. C'est-à-dire ça va de la Russie jusqu'au Portugal, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, etc. Et sa particularité, c'est d'avoir fait d'abord des recherches, je dirais dans les années 80-90. Les premières questions qu'on s'est posées sur les méthodes naturelles à ce moment-là au niveau européen, d'abord, est-ce que c'est efficace? Deuxièmement, est-ce que c'est vivable? Voilà. Est-ce que les couples sont contents? Voilà. Donc on a répondu à ces grandes questions. On a fait aussi on a travaillé sur l'allaitement ensemble. Et donc c'était un moment très intéressant où tous ces chercheurs qui étaient très différents entre les Allemands, les Italiens, les Anglais, c'était incroyable de travailler tous ensemble, d'envoyer nos dossiers. On a envoyé nos dossiers, nous en France, on a envoyé nos dossiers en Allemagne, à Düsseldorf, on a envoyé en Italie, à Milan, on a fait des recherches avec eux, etc. Pour pouvoir répondre à la question, est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace. Oui, les couples qui l'utilisent, à condition que ce soit bien enseigné, les trouvent acceptables. Voilà. D'accord. Et elle vit encore, cette fédération. Voilà. Et vous faites partie de l'association médicale Gabriel. Pouvez-vous nous dire en 2 mots de quoi il s'agit? Alors, l'association médicale Gabriel, c'est une association qui s'est donnée finalement 2 missions. La première mission, c'était d'aider les professionnels de santé à s'installer selon une éthique, leur éthique. Et pour l'association médicale Gabriel, c'est le respect de la vie, de sa conception à sa mort naturelle. Voilà. Et donc moi, je suis arrivée à l'association médicale Gabriel, elle existait déjà depuis quelques années, et nous avons ouvert le premier centre médical, qui est la maison médicale La Présence à Lyon, où il y a 5 médecins, 2 sages-femmes, des psychologues, une diététicienne, etc., qui sont réunis autour d'une même éthique. Voilà, donc ça c'était... Et puis, un jour, ces professionnels de santé nous ont dit, est-ce que vous organiseriez un colloque? Donc on s'est dit, oui, tiens, on va en faire un. Et depuis, ça fait 3 ans qu'on fait des colloques tous les ans, on va en faire un 4e. Et donc c'est une autre mission de l'association médicale Gabriel, qui est finalement de réunir autour de la fertilité, du prendre soin de la fertilité. D'ailleurs, nos colloques s'appellent prendre soin de la fertilité au naturel. Autour du prendre soin de la fertilité au naturel, tous ceux qui en France font la même chose puis se sentent un petit peu isolés. Donc on a pas mal de gens qui sont fidèles. On a en général 100-120 personnes qui viennent chaque année. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Y a-t-il une expérience ou une rencontre qui a marqué votre parcours et influencé vos choix de vie? Il y a plusieurs rencontres. Il me semble que je vais citer la première rencontre. Nous avons rencontré Charles et Abette Rendu, qui étaient des personnages hauts en couleur. Et Charles Rendu était médecin à Paris, à l'hôpital Saint-Joseph, et Madame Rendu était apicultrice, voilà, et aussi infirmière. Voilà. Et ils se sont rencontrés alors que lui était veuf et elle avait adopté à la sortie de la guerre
la Deuxième Guerre mondiale, des orphelins de la guerre. Et elle en avait adopté 6, donc ça donne déjà un petit peu le personnage. Et lui, Charles Rondu, quand ils se sont mariés, lui il en avait 4 d'enfants, il était veuf, et il s'était toujours intéressé aux méthodes naturelles. Et il fait partie des premiers chercheurs qui ont, par exemple, qui ont cherché quel est le rôle de la progestérone dans le cycle féminin, des choses comme ça. Et ce qui m'a frappé dans ce couple, c'est une grande foi en un Dieu créateur, finalement, oui, et puis aussi une certitude que l'Église eh bien, nous faisait des bonnes propositions pour le couple. Et ils ont d'ailleurs été les experts à la rédaction d'Humanité. D'accord. Voilà. Quel a été le plus grand défi que vous avez eu à surmonter dans votre parcours? Alors voilà une question. Eh bien, les méthodes naturelles ne sont pas toujours comprises par tout le monde. Et il y a eu un moment où l'association à laquelle j'appartenais a voulu me mettre dehors parce que je promouvais les méthodes naturelles. J'avais à l'époque, j'avais derrière moi, puisque j'étais la coordinatrice nationale d'un groupe d'une centaine de monitrices qui enseignaient les méthodes naturelles. On était un bon groupe, on travaillait bien, on a d'ailleurs participé aux recherches italiennes, aux recherches de la Georgetown University sur l'allaitement, on a participé, on avait fait de grandes choses, je dirais. Et parce que, parce que je promouvais les méthodes naturelles, elle a voulu me mettre dehors. Et le prêtre, l'aumônier de cette association, s'est opposé à ça. Mais je me suis sentie dans une très grande fragilité. Là, je me suis dit, j'ai derrière moi 100 personnes que j'ai formées. D'abord, il faut que quelqu'un prenne la relève. Mais aussi, il faut que ça continue. Il faut pas que les laisser tomber. Et alors, j'ai eu l'idée de réunir quelques personnes en Alsace et on a fondé ainsi le groupe des Cigognes qui fonctionne encore. Et on s'est réunis en se disant, est-ce qu'il faut arrêter en France puisque personne ne comprend vraiment ce qu'on fait. Nous-mêmes, on ne comprend pas tout le développement de la pensée de l'Église. Donc et du coup, on s'est mis à réfléchir ensemble pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, on s'est dit, oui, il faut qu'on continue. Et on a eu des actions pour qu'on continue. Et ça fait 25 ans que nous nous réunissons une semaine par an pour réfléchir au bien fondé de la parole d'Église sur la sexualité humaine. Ça, c'est dans le cadre du groupe des Cigognes, c'est Oui, ça? voilà. Donc voilà. c'est un groupe de réflexion? C'est un groupe de réflexion qui est complètement informel. Mais nous avons provoqué des réunions autour de Monseigneur Barbarin à Lyon, à Paris, voilà, même à Rome. Et c'est avec ce groupe-là qu'a été fondé le master de l'Institut Jean-Paul II sur la sexualité. D'accord. Voilà. Et donc l'association qui a envisagé de vous faire partir, c'est une association dans le cadre de laquelle vous enseignez les... Oui, j'enseignais à l'époque, oui. Bon, 20 ans après, je l'ai quitté. D'accord. Oui, voilà. Et, quelle est la place de la prière personnelle dans votre vie? C'est très important pour moi. Je pense que je ne sais pas si je tiendrai. Il se trouve que j'ai 2 grosses pathologies médicales et je ne tiendrais pas si je n'avais pas la prière. Et si je n'avais pas la prière en couple, souvent avec mon mari, on se dit que la prière nous tient tous les deux. Et quand reprennent un petit peu les conflits conjugaux que je dirais habituels, j'aurais pas la prétention de dire que nos conflits sont comme ceux de tout le monde, mais on se dit c'est parce qu'on reprend la prière plus sérieusement entre nous. C'est important. Nous avons de la chance d'être dans une paroisse où nous pouvons aller à l'aude 4-5 fois par semaine. Avec la messe derrière, c'est bien agréable. Quels sont vos projets à venir? Travaillez-vous sur un nouveau livre ou d'autres initiatives?
Euh, pour l'instant, je travaille sur deux choses. Il se trouve que l'Université de théologie de Angers rédige un dictionnaire qui s'appelle Vocabulaire théologique du corps. Et donc je dois écrire un article dans ce dictionnaire. Et puis je souhaite travailler la place de l'écologie intégrale, la place de l'homme dans l'écologie intégrale et la place des méthodes naturelles et de la sexualité là-dedans. Voilà, que je présenterai à Douai bientôt en octobre. D'accord. Voilà. Quel est votre passage biblique préféré? Ah, je pense que c'est la Genèse. Genèse 1 et 2. Pourquoi c'est finalement notre préhistoire anthropologique. Bien sûr, ça nous décrit un paradis perdu, mais finalement, il est bon de savoir que nous avons été créés comme cela. Il est bon de savoir, pour moi, c'est merveilleux de savoir que le Dieu créateur avait prévu pour le couple, pour l'homme et pour la femme, un dessein aussi beau. Et finalement, on peut par nos actions, par nos choix, essayer de leur faire revivre. Et finalement, les méthodes naturelles sont aussi une réponse à ça. C'est-à-dire que dans le paradis, qui était dans le jardin merveilleux que le jardin d'Éden, hein, eh bien, la fertilité du couple, c'est la seule qui est nommée, et telle qu'elle nous a été donnée dans notre couple, elle est bonne. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de proposer au couple de ne pas avoir à la modifier, parce que c'est un trésor. Quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez les autres? Ah, ça c'est une... Je pense que c'est la franchise et la vérité. L'amitié, l'amour ne peut pas être parfait s'il n'y a pas la vérité. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Voilà. Quelle est votre musique préférée? Vous savez, j'aime le silence. Et d'ailleurs, j'ai 3 filles qui sont de très bonnes musiciennes. Il y en a qui ont fait le conservatoire, qui sont montées très, très haut en piano. Cependant, j'aime le silence. Ceci dit, j'aime beaucoup la musique de Mission, du film Mission. Vous connaissez cette histoire des Indiens Guarani qui ont été évangélisés par les jésuites. Avec ces 2 jésuites, il y en a un qui choisit les armes pour lutter contre les Espagnols, et puis l'autre qui choisit la prière. Et je trouve que c'est une belle exemple de ce que l'homme a à vivre tous les jours, finalement. Et puis c'est du hautbois, en fait, c'est très beau. Oui. Quel est votre saint préféré? Il me semble que c'est Saint Joseph. Pourquoi sans Saint Joseph, ça aurait vraiment été difficile pour le Christ d'advenir et pour la Vierge Marie de mettre au monde et puis de l'élever, etc. Donc c'est un personnage absolument essentiel, et c'est un personnage qui est discret et qui parle peu, et finalement comme quoi, moi je ne suis pas très bavarde. Bon, ça tombe bien parce que j'ai un mari très bavard. Je ne suis pas très bavarde, et Saint Joseph, on n'a aucune de ses paroles dans la Bible, et il n'empêche que toute l'histoire de Jésus a reposé sur lui, quoi. Voilà pourquoi j'aime bien Saint Joseph. Merci beaucoup.